Bonjour à tous, cette semaine, coup de projecteur sur la Somalie, pays dont on parle beaucoup en ce moment en raison des pirates qui sévissent au large de ses côtes, insécurité sur mer, mais surtout anarchie sur terre. La Somalie souffre d'une absence totale ou quasi totale d'État depuis le début de la guerre civile en 1991, avec des conséquences humanitaires dramatiques pour la population. Un pays musulman dans lequel vivait une petite communauté chrétienne, mais aujourd'hui les chrétiens ont presque disparu, victimes de la guerre et des islamistes. Les catholiques, combien sont-ils? Quelques milliers, quelques centaines ou quelques dizaines? Difficile à dire puisque désormais ils vivent leur foi en secret, alors que le diocèse de Mogadiscio est vacant depuis 20 ans. Décryptage avec Roland Marchal. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chargé de recherche au CNRS, spécialiste de la Corne de l'Afrique et en particulier de la Somalie. Alors, quelle est la situation des chrétiens de Somalie? Explication en images avec Sybille Delettre. Cela fait maintenant 18 ans que la Somalie vit dans le chaos. Sur fond de guerre civile, l'autorité du gouvernement est quasi nulle face aux milices islamistes. La population meurt de faim, les violences et les saccages sont monnaie courante. Des milliers de personnes fuient le pays pour trouver un peu de sécurité en Éthiopie. En première ligne, les chrétiens qui ont quasiment déserté la Somalie, comme l'expliquait il y a quelques années ce réfugié somalien établi à Rome. J'ai vu des missiles tomber sur la ville. J'en ai vu passer au-dessus des maisons. Ils pouvaient tomber n'importe où. Sur ma maison, sur celle d'à côté. On a tout perdu. Même au marché, il n'y avait plus rien. On ne pouvait pas se balader. On ne pouvait aller nulle part. En Somalie, l'islam est religion d'État. Les chrétiens très minoritaires sont persécutés. On compterait à peine une centaine de catholiques. Tous ont été très marqués par la destruction de la cathédrale de Mogadiscio au début du conflit. Cette destruction renvoie à l'image de tout mon pays. C'est l'emblème de la destruction de la Somalie. Car cette cathédrale était respectée de tous. C'était un lieu de rencontre avec une fonction sociale. Après la messe, on s'y retrouvait pour déjeuner. Pauvre cathédrale, c'était une institution. Face à ce conflit souvent oublié, le pape lance régulièrement des appels pour tenter de résoudre cette guerre, mais surtout pour venir en aide à la population terrassée par la famine. Roland Marchal, quand on parle de chaos ou d'anarchie, est-ce qu'on est dans le vrai pour décrire ce qu'il se passe en Somalie? Non. Non, je crois qu'il faut bien comprendre, et je crois que ce reportage fait un peu l'erreur habituelle, que cette guerre, elle a commencé peut-être avant 1991 et que vous avez eu des périodes extrêmement difficiles pour rester à Mogadiscio entre 91 et 93, et qu'après cette ville finalement a réussi à survivre et même à se reconstruire. Et on est rentré dans une situation dramatique qui correspond assez à la description donnée dans votre reportage, seulement depuis l'intervention éthiopienne en décembre 2006. Donc quand on décrit la Somalie comme un endroit de chaos, d'abord on confond la Somalie et Mogadiscio, c'est extrêmement discutable. C'est pas la même chose entre la capitale et ce qui se passe dans le reste du pays. C'est pas du tout la même chose qui se passe dans les zones rurales et dans les villes, et puis évidemment il y a des zones, y compris au sud, mais très fortement au nord, qui ont vécu dans une stabilité, disons, relative, et plutôt assez bonne. Hein. Il faut le dire, depuis souvent plus de 10 ou 15 ans. Donc c'est vraiment une image beaucoup plus complexe, et ce que votre reportage ne dit pas non plus, et qui quand même éclaire aussi la situation de cette communauté chrétienne, c'est le fait que une très grande partie de la population somalienne, au-delà
et peut-être y compris au sein même de cette communauté, voient et pensent que leur pays est agressé de l'extérieur. En 1993, quand la capitale est détruite, on a une grande opération internationale en Somalie, guidée par les Américains, qui, disons, suscite des sentiments extrêmement contradictoires. Et de la même façon, depuis décembre 2006 jusqu'en janvier 2009, on a la présence de l'Éthiopie qui est perçue en Somalie et souvent ailleurs comme un pays chrétien, en tous les cas un régime très chrétien. Donc si vous voulez, ceci ne justifie évidemment absolument rien sur les violences perpétrées vis-à-vis de communautés religieuses, mais très certainement ça donne un contexte dans lequel les violences ne se déploient pas, si vous voulez, indépendamment d'un contexte international et aussi en réponse à des agressions de l'extérieur sur lesquelles le pape, les États occidentaux européens ont été extrêmement silencieux. Qu'a dit notre pays lorsque l'Éthiopie est intervenue en Somalie? Eh ben, on a dit félicitations à Meles Zenawi. M. Kouchner l'a dit, vous prenez le fardeau de la communauté internationale. Et on a eu pendant 2 ans des crimes de guerre commis par l'armée éthiopienne sans que publiquement l'Union européenne et les États membres. L'Éthiopie, voilà, c'est un État voisin. État voisin évidemment ne proteste publiquement. Donc, si vous voulez, on est dans une situation qui est assez caractéristique de la gestion internationale de la Somalie, où, c'est un dossier extrêmement secondaire, donc pourquoi vraiment s'en occuper? On a des alliés qui pèsent plus en Afrique, l'Éthiopie en est un. Et deuxièmement, on a une vision extrêmement orientée de ce qu'on voit. On parle, par exemple, et vous le faites bien, et c'est juste de le faire, de la répression inacceptable contre la communauté chrétienne, mais on oublie tout le reste. Et le reste, ça concerne 99% de la population, au moins. Bien sûr, et une population qui est largement musulmane. Très largement, complètement hégémoniquement musulmane. Une question quand même sur cette guerre civile. On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais en gros, depuis 20 ans, elle oppose qui à qui? C'est une... Je sais que c'est compliqué, c'est pour ça que je pose la question. Si vous voulez, le problème, encore une fois, il est... on regarde ça de l'extérieur sans se demander ce qui s'est passé avant. Pourquoi est-ce que, depuis 1969 ou depuis 1977, pour parler des pays occidentaux, on a accepté un régime, une dictature, qui, pour subsister, a construit un peu les conditions de la guerre civile actuelle. Et il faut rappeler que jusqu'à la fin des années 80, les Italiens, et donc la Commission, l'Union européenne, qui n'était pas encore Union... Parce que la Somalie est une ancienne colonie italienne. En tous les cas, disons, l'essentiel de la Somalie, excepté le nord-ouest, qu'on appelle le Somaliland, qui a été colonisé par les Britanniques. Et donc, la coopération militaire américaine s'est poursuivie avec le régime de Mohamed Siad Barre, donc ce dictateur, jusqu'en 1990, jusqu'en juin 90. Et puis, tout d'un coup, on a une guerre civile et on fait semblant d'ignorer les responsabilités que nous avons dans le maintien de dictatures et le fait qu'effectivement ces dictatures se créent des conditions propices à la guerre civile. On parle souvent de milices islamistes. Quelle est la dimension religieuse de cette guerre civile? Est-ce que ce sont des milices islamistes qui s'opposent à un gouvernement fantoche? Comment ça se passe? Encore une fois, on a tendance à se concentrer sur ce qui s'est passé dans les dernières semaines et pas sur le reste. D'abord, il y a eu un islam politique qui a existé clandestinement sous Siad Barre, qui a été réprimé et là aussi il y a eu un grand silence des États occidentaux. Ensuite, pendant l'essentiel, peut-être dirait-on jusqu'en 2006, les islamistes et leurs milices ont été présents mais pas des acteurs essentiels de la crise somalienne, et c'est seulement depuis 2006 qu'ils sont apparus avec une certaine consistance. Et encore une fois, on peut noter que grâce ou à cause des politiques occidentales, notamment américaines, mais aussi le silence de l'Union européenne et de notre pays, la France, ces groupes-là qui sont profondément radicalisés, en l'espace de 3 ans, sont devenus beaucoup plus forts à l'intérieur de la Somalie et sont devenus aussi beaucoup plus radicaux. Donc peut-être une invitation à nos hommes politiques à réfléchir un peu plus. Pourquoi on en parle peu de ce conflit en Somalie qui dure depuis 20 ans? Bien, on en a parlé au début, des années 90. Oui, alors il y a à chaque fois, il y a les modes. Voilà. Il y a les modes. Bon, le mode humanitaire, entre guillemets. Oui, il y a eu ce voyage de
Bernard Kouchner durant l'été 1992, qui en France a contribué un peu à populariser ce qui se passait en Somalie. Et puis l'échec de l'intervention internationale de 93 à 95 a fait que finalement la communauté internationale s'est dit c'est une crise, mais on peut la contenir, il suffit de dépenser de l'argent pour gérer les problèmes humanitaires, et finalement les effets politiques sur la région seront minimaux. Ce qui a été vrai pendant relativement longtemps, mais qui ne l'est plus après le 11 septembre 2001, à cause encore une fois des politiques américaines et du développement d'un islamisme beaucoup plus radical et beaucoup plus je dirais, armé qu'il ne l'a été dans le passé. Je vais revenir à un événement qui nous intéresse tout particulièrement à KTO, puisqu'il concerne l'ancien évêque de Mogadiscio. En 89, Monseigneur Pietro Salvatore Colombo a été assassiné dans sa cathédrale à Mogadiscio. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte de cet assassinat ? Oui, alors on est déjà dans cette période-là dans une montée de l'opposition politique et militaire au régime de Siad Barré. 1988, vous avez eu le bombardement des deux principales villes du Somaliland, Hargeisa et Bor, par l'armée somalienne, avec un minimum de protestation internationale. Mais enfin, bon, ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé, et si vous voulez, la révolte gronde et finalement atteint le sud de la Somalie. Et là, on a des mouvements de masse, des organisations clandestines différentes, islamistes ou basées sur des factions politico-claniques, pour le dire comme cela, qui commencent à prendre leur ascendant. Et il faut noter à ce moment-là, Monseigneur Colombo est un personnage extrêmement important parce qu'il est quelqu'un qui, fort de son autorité morale, essaye de peser sur le gouvernement italien pour obtenir des réformes importantes de libéralisation politique et de respect des droits de l'homme du régime en place. Et donc, il est abattu et le régime, évidemment, crie c'est le danger islamique. Et en fait, beaucoup de Somaliens, surtout parmi les musulmans, pensent et disent dès cette période-là qu'il a été abattu par des milices du régime simplement parce que, évidemment, il était l'une des voix critiques les plus entendues dans la société italienne et donc, du coup, avait un prestige important. Donc c'est pas encore très clair. La et on ne le saura sans doute jamais, mais je crois qu'il faut se rendre compte et il ne faut pas fabriquer, surtout après le 11 septembre, essayer de relire l'histoire au prisme d'un islamisme militant et assassin, comme on a tendance à l'écrire trop souvent aujourd'hui vis-à-vis de la Somalie, et se rendre compte qu'à l'époque, on avait une situation politique beaucoup plus compliquée, où il y avait une opposition qui, malgré toutes ces différences, restait profondément unie dans la volonté de peser sur la politique italienne, qui était quand même le fer de lance de l'aide internationale en Somalie, et obtenir quand même la libération de prisonniers politiques, etc. C'est pour ça aussi qu'il est, à mon sens, intéressant de parler des chrétiens en Somalie, ce lien avec l'Italie notamment. Une question concernant le nombre de chrétiens en Somalie à cette époque-là. Qui sont les chrétiens en Somalie à l'époque de cet assassinat et combien sont-ils ? Alors écoutez, bon, d'abord sur le nombre, je n'en donnerai pas puisque je l'ignore. Alors sur l'identité, sur comment s'est construite cette communauté. D'abord, je crois qu'il faut se rendre compte que la Somalie a été, et d'ailleurs l'est restée pendant très longtemps, y compris pendant la guerre civile, même si aujourd'hui tout étranger qui va en Somalie est suspecté d'être djihadiste, mais pendant très longtemps, la Somalie a accueilli des réfugiés et des apatrides. Et parmi eux, notamment des Éthiopiens, des Kenyans, et évidemment ces gens-là venaient avec leur religion, les Italiens, les Britanniques ou d'autres occidentaux également. Et donc vous aviez d'abord une partie, disons, étrangère de la mais qui était chrétien et qui effectivement se retrouvait, comme on l'a dit, dans le vieux quartier. C'était un très beau quartier de Mogadiscio, aller à l'église de dimanche et puis ensuite aller déjeuner dans un des nombreux restaurants du centre-ville. Et puis vous aviez une communauté chrétienne proprement somalienne, et alors là je crois qu'il faut différencier. Vous avez une communauté, une communauté très réduite, mais réelle, de Somaliens qui se sont convertis au moment de la période coloniale. Et
pour certains d'entre eux, ont gardé leur foi, c'est-à-dire ne sont pas retournés à l'islam au bout d'une ou de 2 générations. Alors ces gens-là existaient, très peu, vraiment des familles souvent très connues, mais qui jouaient un rôle très bien instruites, etc., mais extrêmement limitées. Et puis vous aviez, je dirais au niveau des humbles, souvent des gens qui adhéraient au christianisme pour des questions identitaires, souvent au sein des Bantous, et sans doute... Les Bantous Bantous, alors ce sont les Africains, parce qu'en Somalie, la Somalie est peuplée de Somaliens, mais ethniquement, l'essentiel de la population, en tous les cas une fraction très majoritaire, est décrite du groupe Somali, mais vous avez évidemment d'autres communautés. Une communauté importante dont on parle très peu, ce sont les Bantous. Donc ce sont à la fois des gens qu'on dirait africains dans le discours commun et qui sont à la fois des gens qui vivaient en Somalie avant l'arrivée des Somalis. Et aussi des gens qui sont arrivés en Somalie parce qu'ils ont été captifs, c'est-à-dire achetés comme esclaves jusque dans le nord du Mozambique, acheminés vers la Somalie pour travailler dans les zones agricoles, puisque la Somalie au XVIIIe et au XIXe siècle fournissait l'essentiel des produits agricoles pour le sultanat de Zanzibar. Zanzibar, d'accord. Donc là, il y avait des chrétiens dans cette communauté. Et donc il y avait des chrétiens ou des gens qui le sont devenus, et vous savez que dans cette partie-là du continent, les églises indépendantes, plus que donc l'église catholique, ont eu beaucoup de succès dans justement les conversions. Donc les églises protestantes. Hein. Et donc ce sont des églises, oui, protestantes, c'est étrange ça quelquefois, mais qui ont également eu un certain écho dans ces communautés-là. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore pratiquer sa foi quand on est chrétien en Somalie ? Écoutez, mes amis sont musulmans, je crois que c'est très difficile, encore une fois, parce que vous avez eu une radicalisation de la société, et pas simplement des islamistes les plus radicaux, vous avez eu une radicalisation politique largement due aux événements qui ont suivi le 11 septembre 2001. Et je crois que ce qui me frappe, moi je vais en Somalie depuis 1991, et si vous voulez, en 1991, la question religieuse était absolument secondaire. Ce que vous faisiez chez vous ne concernait que vous-même et votre famille. Il est évident qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Et évidemment, il faut bien comprendre qu'il y a différentes dynamiques. Il y a très certainement, et je me permets d'insister dessus, une dynamique de la guerre et de comment la communauté internationale, et notamment les pays occidentaux, entre guillemets chrétiens, se sont comportés dans ces événements. Mais il y a aussi, sans doute également, on le voit, une évolution de l'islam dans cette région, avec, disons, une tendance plus marquée vers une vision plus scripturale de la religion, peut-être plus inspirée du salafisme, qui ne veut rien dire politiquement en soi, mais qui certainement n'aide pas à la grande tolérance et au multiculturalisme. On va revenir en image un instant sur un événement tragique de l'année 2006. Sœur Leonela Sgorbati, une religieuse italienne missionnaire en Somalie, qui est assassinée à Mogadiscio. Sœur Leonela était enseignante, elle assurait un cours pour infirmiers. En Italie, cet assassinat, bien sûr, a profondément marqué l'opinion publique. Vous étiez à Mogadiscio à ce moment-là, pratiquement. Je suis rentré de Mogadiscio 4 jours avant qu'elle ne soit assassinée. Et je dois dire que ça a été un choc à Mogadiscio. Il faut se souvenir que Hassan Daher Awez, qui est considéré donc sur la liste des terroristes américains, que sans doute beaucoup de vos collègues décriraient comme un djihadiste fou, est allé à la radio. Il revenait de Djibouti le jour où il a été assassiné. Il revenait de Djibouti, il est allé à la principale radio de Mogadiscio et il a fait un discours en disant que c'était inacceptable, que c'était une personne qui était connue et reconnue dans la communauté somalienne, que c'était quelqu'un qui avait passé sa vie à aider les Somaliens qui formaient le personnel médical, et que ces gens-là devaient être protégés peut-être mieux que les Somaliens eux-mêmes. Donc, c'est important ce que vous dites. C'est important ce que vous dites. Hein, oui. Alors, si vous voulez, on peut considérer que c'est un discours d'un homme politique. Ceci dit, ce discours-là, il l'a pas eu vis-à-vis de la communauté internationale. Il a parlé en Somalie, sur une radio qui n'était que
n'émettait que dans le sud de la Somalie. Et donc, bon, ça montre quand même qu'il y a eu un très grand choc. Et je crois aussi qu'il faut rappeler deux choses. C'est combien, d'abord, pourquoi ce meurtre, puisqu'il a été revendiqué, et l'explication qui a été donnée, c'était les dessins, les caricatures de Mohamed dans des journaux danois. Voilà. Encore une fois, je pense que la presse doit être libre. Mais je crois, et je le dis, et y compris là, et simplement, ça c'est pas fait comme ça par hasard, c'est lié à ça. Et deuxièmement, ça a été fait par un des groupes qui est devenu aujourd'hui très fort grâce à nos amis éthiopiens, américains et européens, mais qui est sans doute, qui à cette époque-là était sans doute considéré par les Somaliens eux-mêmes comme le plus étranger à la société somalienne. Un groupe islamiste. Hein. Un groupe islamiste, oui, il s'appelle Shabab. Hein. Alors, on va rejoindre vos propos. Hein. Vous parliez des réactions du côté musulman, du côté des Somaliens à ce meurtre. On l'a dit, le diocèse de Mogadiscio est vacant quand Monseigneur Salvatore Colombo est assassiné. Monseigneur Giorgio Bertin, un autre Italien, devient administrateur de ce diocèse, mais il doit se réfugier au Kenya en 1991. 10 ans plus tard, il est nommé évêque de Djibouti, tout en gardant l'administration apostolique de la Somalie. Et vous allez le voir, il évoque la situation de la Caritas, qui a dû, elle aussi, quitter la Somalie en 2007. On regarde. L'activité principale de l'Église, comme dans la plupart des pays africains, c'était l'activité caritative. Il y avait une Caritas Somalie qui s'occupait notamment des réfugiés qui venaient en grande partie d'Éthiopie après la guerre de l'Ogaden. On avait aussi des projets agricoles, des projets qu'on menait avec une fondation musulmane, car nous voulions aider les plus pauvres, mais aussi œuvrer au développement de bonnes relations, au développement d'un dialogue fructueux avec les musulmans. Voilà, Monseigneur Bertin, qui évoquait cette guerre de l'Ogaden en quelques mots avant de revenir sur la situation humanitaire notamment. La Somalie se distingue des autres pays africains puisqu'elle n'a pas reconnu en 1964 les frontières héritées de la colonisation et voulait réunifier les différents territoires, notamment Djibouti, l'Ogaden, donc éthiopien, et le nord-est du Kenya au Somaliland et à la colonie, la Somalie italienne, pour former une grande Somalie. Donc la guerre de l'Ogaden et 1977 essayait au moment de la révolution éthiopienne où, disons, le pouvoir politique semble très faible à Addis Abeba, essayer de mettre la main sur ces territoires-là. Mais évidemment, cette guerre est extrêmement polarisée par la guerre froide et on assiste à une intervention soviétique et cubaine qui sauve l'Éthiopie et provoque le basculement dans avec beaucoup de réfugiés. Avec beaucoup de réfugiés, c'est le début un peu. Enfin, ça existait avant, mais là, on a une intensification des flux humains et qui vont changer aussi un peu la carte démographique de la Somalie. La situation humanitaire en Somalie est la pire qu'ait connue le pays en 18 ans de crise, selon l'OMS récemment. Quelle est cette situation Si vous voulez, on est dans une situation qu'on a rarement eue très longtemps, si on regarde, y compris les périodes les plus difficiles de la guerre civile, c'est-à-dire on ne peut plus y aller. C'est-à-dire que les seuls acteurs, souvent, il a été possible, moi j'étais à Mogadiscio tout le temps jusqu'en 2007. C'était possible. Il fallait évidemment être prudent, il fallait avoir des amis, il fallait être bien au fait de ce qui se passait, mais c'était possible. Depuis 2007, il est évident qu'on peut aller à Mogadiscio, mais dans des conditions qui font que, par exemple, le travail d'un chercheur n'a plus aucun sens. Puisqu'on est entouré de gardes, on est en fait installé dans le compound des Nations Unies, ça n'a plus aucun sens, sauf d'aller voir le président qui ne préside pas grand-chose. La Caritas elle-même a dû se retirer, elle est maintenant au Kenya, elle opère de temps en temps sur des actions. Et donc vous avez eu cette idée, qui encore une fois est une conséquence du 11 septembre, c'est qu'une espèce un discours paranoïaque utilisé par les islamistes les plus radicaux, pas par tous les islamistes, qui est de dire les ONG internationales sont en fait des agents de renseignement pour les Américains, les Éthiopiens et qui vous voulez, et donc on ne veut plus voir ces gens-là, et du coup évidemment une difficulté de fonctionner de ces organisations très grande à un moment où la situation militaire fait que le nombre de déplacés est extrêmement important. Mais là aussi, remarquez le silence de nos pays, donneurs de leçons sur le Soudan,
mais extrêmement silencieux sur la Somalie. La moitié de la population somalienne dépend de cette aide Oui, extérieure. Et on a vidé les 2 tiers de la capitale grâce à l'armée, au combat de l'armée éthiopienne. Et là aussi, qu'a fait la communauté internationale, qu'a fait l'Union européenne, qu'a fait la France? C'est des vraies questions. La Caritas, elle peut encore revenir quand même de temps en temps pour des actions concrètes. Encore une fois, il faut avoir un point de vue très nuancé parce que la situation de la Somalie n'est pas celle de Mogadiscio. Donc vous avez des zones, surtout dans le nord du pays, où un certain type de présence humanitaire est possible, même quelquefois est franchement possible, sans de véritables difficultés. Ailleurs est possible avec des mesures de prudence, disons, assez élevées. Et puis vous avez le sud de la Somalie, où là c'est un peu des endroits où vous pouvez faire des choses pendant un temps très court, et puis ailleurs c'est impossible, mais là aussi avec quelquefois des possibilités d'agir. Pour conclure, on arrive à la fin de cette émission. Monseigneur Bertine rappelait encore récemment l'importance de collaborer entre les musulmans et les chrétiens, en tout cas cet embryon d'église qu'il existe en Somalie. Est-ce que ce dialogue vous semble important et peut être fructueux pour la réconciliation et la paix? C'est d'ailleurs le thème du dernier synode des évêques africains. Écoutez, moi je vais être très franc avec vous. Je crois qu'aujourd'hui il n'y a pas les conditions. Vous avez une population qui est brutalisée par la guerre. Qui vit avec beaucoup de bonnes raisons et quelques très mauvaises raisons tout ce qui se passe comme l'effet d'un grand complot international mené par l'Occident. Il est évident que dans un contexte comme celui-là, engager un débat interreligieux qui n'a jamais eu lieu auparavant sur des bases qui soient raisonnables, ça me paraît pratiquement impossible. Donc ce qu'il faut faire, c'est donner à cette population d'abord de nouveau le sens de la vie. Et à partir du moment où les gens pourront de nouveau envoyer leurs enfants à l'école sans mourir de peur et être sûrs donc qu'ils viendront, et bien à partir du moment où ces gens redeviendront des êtres humains, effectivement la question du dialogue sera possible. Merci Roland Marchal. Je rappelle que vous êtes chargé de recherche au CNRS, spécialiste de la Corne de l'Afrique et de la Somalie. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau voyage à travers les églises du monde. Très bonne semaine à tous.